On a montré que le diagramme d'orbital moléculaire d'un complexe de type MH6 avec un métal M au centre et 6 hydrogènes mis autour de ce métal sous la forme d'un octaèdre avait cette allure-là. Alors c'est un diagramme assez complexe, mais on va voir qu'on peut en retenir des choses assez simples finalement. Déjà, on peut retenir que ici, on a 6 orbitales ici liantes, et se souvenir que finalement, dans tous les complexes de métaux de transition, ces 6 orbitales liantes seront occupées. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura toujours des électrons qui rempliront ces 6 niveaux d'énergie. Et finalement, les orbitales du milieu ici, ce seront les orbitales frontières, donc les HO et BV, du complexe. Et donc c'est elles qui vont être très importantes dans sa réactivité. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les orbitales du milieu, qui vont représenter la HO et la BV du complexe, eh bien c'est justement les orbitales qui sont issues des orbitales D du métal de transition. D'où l'importance de ces fameuses orbitales D. Le groupe du bas, qui sont les 3 orbitales D qui n'ont pas interagi, qui sont donc restées non liantes, on va l'appeler le groupe T2G. Le groupe du haut, ces 2 orbitales-là, elles sont issues des orbitales DZ2 et DX2-Y2, qui ont interagi avec ici les orbitales sigma 5 et sigma 6 du fragment des ligands. Et lorsqu'elles ont interagi, on voit qu'elles ont formé une orbitale liante et une orbitale antiliante, et que finalement, EG, le groupe des 2 orbitales-là, qu'on va appeler le groupe EG, eh bien, ce sont 2 orbitales antiliantes. En général, elles ne seront pas occupées dans le métal, dans le complexe. Et l'écart énergétique entre T2G et EG, qui peut avoir une importance au niveau de la réactivité du complexe, on va l'appeler delta O. Donc là, c'est un O, c'est pas un 0. Et donc, on va l'appeler le champ octaédrique. Pourquoi octaédrique? Parce que c'est la géométrie du complexe. Donc, vous pouvez noter T2G, EG, et puis indiquer ici le champ delta O sur ce schéma-là. Également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un schéma pour se souvenir de la forme générale du diagramme. Et ce schéma, vous voyez que j'ai encadré en rouge, c'est vraiment important de s'en souvenir, parce que c'est ça qui permettra ensuite de vous guider, de savoir un petit peu quelle est l'allure que doit avoir le diagramme d'orbital moléculaire d'un complexe, ce qui va être indispensable pour comprendre la suite du chapitre et toutes les propriétés des complexes de métal de transition. Voilà en gros comment comprendre ce schéma. Si on part d'un métal seul, on se souviendra que les orbitales qui sont les plus importantes, ce sont les 5 orbitales atomiques de type D de ce métal. Lorsque le métal interagit avec 6 ligands de type L ou X, qui sont selon l'interaction sigma, eh bien 3 orbitales D ici vont rester au même niveau d'énergie. Elles seront non liantes et on appellera ça le groupe T2G. Et 2 orbitales vont former des liantes et des antiliantes. Et les 2 antiliantes formées, on appellera ça le groupe EG. Ce bloc-là, en chimie de coordination, on appelle ça le bloc D, parce qu'il est en quelque sorte issu des orbitales D, même si en fait c'est un petit peu abusif, parce qu'il y a aussi 2 orbitales issues des orbitales D qui sont plus basses, mais elles on va pas les considérer, parce que ce bloc-là, c'est le bloc qui va constituer les orbitales frontières du complexe, et qui va donc être très important pour comprendre ses propriétés. On retient ensuite que en dessous de ce bloc-là, il y a tout un tas d'orbitales liantes. On peut se souvenir qu'il y en a 6, mais c'est pas obligatoire. Mais il y a tout un tas d'orbitales liantes en bas qui vont être toutes occupées. Et puis au-dessus, tout un tas d'orbitales antiliantes qui vont aussi être toutes occupées. Et finalement, leur nombre ici n'est pas important puisqu'elles seront toujours toutes vacantes. Et leur nombre n'est pas important ici parce que de toute façon, elles seront vacantes. Donc ce diagramme-là, c'est important presque de le connaître par cœur et de comprendre d'où il vient pour continuer dans le chapitre et pour bien comprendre la propriété des métaux de transition. Prenez le temps de le recopier en mettant bien tous les détails, le fait que EG sont antiliantes, que T2G sont non liantes, que ça s'appelle le champ delta O, O pour octaédrique. Recopiez bien tout avec détail et prenez le temps de bien comprendre les choses en mettant pause sur la vidéo avant de passer à la suite. Une petite remarque, les notations EG et T2G en fait proviennent de la théorie des groupes, qui est une théorie ici que nous n'enseignons pas en classe préparatoire, et qui est une théorie qui permet d'établir les orbitales moléculaires d'une molécule, un peu comme la méthode des fragments. Comme elle dépasse le cadre du programme, on l'enseigne pas, mais on garde les notations
EG et T2G, un peu par souci pratique, histoire de donner un nom à ces deux niveaux dans le bloc D. Donc le champ delta O, on va le définir, hein, donc ça se prononce à l'oral delta O, O comme octaédrique, et il est défini comme l'écart énergétique entre les deux groupes d'orbitales moléculaires D du complexe, qu'on note EG et T2G. Passons maintenant au remplissage électronique de ce diagramme. Une fois qu'on a obtenu donc le diagramme pour le complexe MH6, on peut considérer que ce diagramme-là, il est valable en fait pour la plupart des complexes ML6 ou MX6 avec des ligands sigma donneurs. Premièrement, ce diagramme nous permet de retrouver la règle des 18 électrons. En effet, dans ce diagramme, on voit qu'il y a 6 orbitales moléculaires liantes et 3 orbitales moléculaires non liantes qui sont les T2G. Pour avoir une stabilité maximale, on voit donc qu'on peut remplir jusqu'à 18 électrons, puisque ici, ça fait 9 orbitales fois 2, 18 électrons. On retrouve bien la règle des 18 électrons. On voit aussi pourquoi certains complexes peuvent avoir moins de 18 électrons, sans pour autant que ce soit un gros problème, puisqu'on voit que les 3 dernières orbitales sont non liantes. Donc finalement, si on n'en remplit pas complètement, si on ne remplit pas une de ces orbitales non liantes, on peut être à 16, voire même à 14 électrons, et avoir un complexe qui existe quand même, puisque la plupart de ces orbitales liantes sont remplies. Mais le maximum de stabilité, le maximum d'électrons qu'on peut mettre, ce sera toujours 18. Grâce à ce diagramme, on peut voir aussi combien d'électrons vont être dans le bloc D, ce fameux bloc avec le groupe T2G et le groupe EG qui correspond aux orbitales frontières du complexe. Prenons le cas par exemple d'un complexe qui serait fer H2O 6 fois 2+. Le fer ici, comme sa configuration de valence c'est 4s2 3d6, il a 8 électrons de valence. Chaque ligand H2O ici apporterait 2 électrons de valence, donc en tout il y aurait 18 électrons de valence. Quand on remplit le diagramme, on obtient un remplissage du bloc D ici avec 6 électrons. Donc, puisque les 12 premiers électrons vont dans les 6 orbitales moléculaires liantes, et ensuite on remplit les 3 orbitales T2G qui sont non liantes. Comment on peut retrouver rapidement que le bloc D a 6 électrons? Pour ça, il y a une petite formule qui est très pratique et qui évite d'avoir à refaire le diagramme à chaque fois. Cette formule, la voici. Le nombre d'électrons qui peuplent le bloc D d'un complexe, donc le bloc D, je rappelle, c'est vraiment le bloc T2G et EG, c'est ce groupe particulier d'orbitales. Et bien ce nombre d'électrons, il est égal au nombre d'électrons de valence du métal moins son nombre d'oxydation, tout simplement. Donc ND, ce sera égal à M, le nombre d'électrons du métal, moins le nombre d'oxydation. Alors dans l'exemple précédent, par exemple, on peut retrouver qu'il y a bien 6 électrons dans le bloc D, puisque dans ce complexe-là, le nombre d'oxydation du fer, c'est plus 2, vu que ça c'est des ligands L, ça change pas le nombre d'oxydation, et il y a une charge tout simplement 2+. Et le métal M, lui, il a 8 électrons de valence, donc le nombre d'électrons dans le bloc D, ce sera 8 moins 2, 6 électrons. Donc ce qui est très pratique, c'est que si vous vous souvenez de l'allure du diagramme, et que vous avez cette petite formule, eh bien vous pouvez non seulement avoir l'allure du diagramme, mais en plus savoir exactement combien d'électrons il y a, en gros, dans le bloc D qui constitue les groupes T2G et EG. Petit c, champ fort, champ faible. Prenons le cas d'un complexe octaédrique qui a 5 électrons dans le bloc D. Alors quand on remplit ce fameux bloc D, on peut le faire de deux manières. Prenons le cas numéro 1. Le cas où le champ, delta O, je rappelle que c'est l'écart énergétique entre les EG antiliantes et les T2G non liantes, l'écart. Le cas où le champ est fort, c'est-à-dire le cas où il y a une grande différence d'énergie. Alors, lorsqu'on va mettre les 5 électrons D, naturellement, on va compléter en premier les orbitales T2G, puisqu'elles sont plus basses en énergie que les orbitales EG. La configuration qu'on obtient, on pourra l'écrire sous la forme T2G 5, EG 0. On remarque que quand un complexe a un champ fort, donc un grand écart delta O, il est plus favorable de remplir le niveau T2G avant de commencer à remplir le niveau EG. Ça, je dirais que c'est le cas le plus simple à comprendre. Mais prenons le cas maintenant où le champ delta O est faible, donc où il y a une petite différence d'énergie entre les niveaux T2G et EG. Alors dans ce cas, après avoir mis 3 électrons dans les orbitales T2G, je rappelle qu'on met les 3 électrons au départ avec des spins parallèles, selon la règle de Hund, eh bien on va avoir le choix entre rajouter à nouveau des électrons dans T2G ou les placer
sur les orbitales EG avec un spin parallèle. Or, on se souvient que mettre des électrons avec un spin parallèle, quand on est sur des orbitales dégénérées, c'est-à-dire qui ont le même niveau d'énergie, eh bien c'est stabilisant. Ici, si l'écart énergétique entre T2G et EG est très faible, on n'est pas exactement dans le cas d'orbitales dégénérées, puisqu'elles n'ont pas exactement le même niveau d'énergie, mais on voit quand même que comme elles ont une énergie proche, on peut comprendre pourquoi finalement ce sera plus stable, au lieu de continuer de remplir les orbitales T2G, une fois qu'on a mis 3 électrons, de commencer à remplir les orbitales EG avec des électrons qui seront de même spin que les électrons des orbitales T2G, et finalement de respecter la règle de Hund, puisqu'ils ont des niveaux d'énergie très proches. Ça, c'est le cas d'un ligand, voilà, avec un champ faible. On dira aussi que les ligands à champ faible ont souvent un haut spin. Pourquoi? Parce que les électrons vont tous avoir des spins parallèles. On retient donc que pour un complexe à champ faible, ce sera plus favorable de respecter la règle de Hund, car le niveau T2G et le niveau EG seront proches en énergie. Petite remarque, cette différence de configuration, elle ne va intervenir que pour des complexes qui auront entre 4 et 7 électrons dans leur bloc D. Dans les autres cas, la question ne se posera pas. Par exemple, s'il n'y a que 3 électrons dans le bloc D, on voit qu'on remplit les 3 orbitales T2G en premier puisqu'elles sont plus basses en énergie, et ensuite on se pose même pas la question de savoir si on remplit les orbitales EG, puisque de toute façon, il n'y a que 3 électrons à mettre. De la même façon, un complexe qui aurait par exemple 8 électrons, eh bien, on va remplir d'abord les 3 orbitales T2G, puis éventuellement, si le champ est faible, on peut remplir les 2 orbitales EG, mais ensuite, il nous reste encore 3 électrons à mettre qui vont venir forcément dans les T2G, et en fait, cette configuration, on l'obtient que le champ soit fort ou faible. L'étude du champ delta O est en particulier intéressante quand on essaye d'expliquer la couleur des complexes. En effet, souvenez-vous, lorsque on essaye de comprendre la couleur d'une molécule, souvent, ce qui va correspondre à sa couleur, c'est l'écart énergétique entre sa HO et sa BV, puisque c'est souvent l'écart énergétique le plus petit pour promouvoir un électron par absorption de l'énergie d'un photon d'un niveau plus bas à un niveau plus haut d'énergie. Et ce petit écart énergétique, souvent, il correspond à une longueur d'onde relativement grande, du coup, puisque l'écart énergétique est petit, la longueur d'onde sera grande, et cette longueur d'onde grande, elle correspond souvent au spectre du visible. Donc pour comprendre la couleur d'un complexe, en fait, eh bien, il faut regarder l'écart énergétique delta O. Et c'est là que c'est intéressant d'arriver à se dire qu'il y a des complexes qui ont un champ fort et des complexes qui ont un champ faible, et donc qui vont avoir des écarts énergétiques grands ou petits, et donc des longueurs d'onde d'absorption petites ou grandes. Grâce à cela, simplement par mesure de la couleur du complexe en spectroscopie, enfin en spectrophotométrie UV visible, eh bien on est capable de savoir la valeur de ce champ delta O. Et on se rend compte que pour un même métal, quand on le complexe avec différents ligands, eh bien la valeur du champ delta O est très différente. En particulier, on peut arriver à ce qu'on appelle une série spectrochimique. La série spectrochimique nous permet de classer, pour un même métal, les ligands qui vont donner un champ fort et les ligands qui vont donner un champ faible, en faisant l'étude vraiment du spectre UV visible du complexe et en notant la longueur d'onde maximale d'absorption dans le visible. Et donc on voit que des ligands comme par exemple I- vont donner des champs extrêmement faibles, alors que des ligands comme le carbonyle vont donner des champs extrêmement forts, avec tout cet ordre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce au diagramme d'orbital moléculaire qu'on a fait, eh bien on va pouvoir expliquer cette série spectrochimique. On va pouvoir en particulier montrer que donc certains ligands font des interactions sigma, comme ce qu'on a vu dans le cas du ligand H et le complexe MH6, mais que d'autres ligands font aussi des interactions pi avec le métal. Et ces interactions pi vont avoir pour effet soit d'augmenter la valeur du champ, ce qui va nous donner tous les ligands ici qui donnent des champs forts, soit de diminuer la valeur du champ, ce qui va nous donner les ligands qui donnent des champs faibles. Et on va voir également que prévoir la valeur du champ obtenu pour un complexe, ça va nous donner des informations, non seulement sur sa couleur, mais aussi, par exemple, sur sa stabilité. On va voir tout ça dans la vidéo suivante.